Alors, je vous souhaite la bienvenue, tout le monde. Cette séance a lieu en anglais. Ce sera interprété en français. I would invite all of you to use the C-Event app. Inviterai tous à utiliser l'application Cvent pour toutes les questions et on peut interpréter vos commentaires, que ce soit en anglais ou en français, espagnol ou même italien. Et je voudrais faire un rappel à tous de porter un masque dans la salle. On vous est tous encouragés de porter un masque. Mon nom, c'est Anna Tower. Je suis une docteur à l'université de le centre de santé de l'université McGill. Et nous avons trois orateurs distingués et avec beaucoup d'expérience avec nous aujourd'hui. Durant la planification, vous avez entendu parler de notre marque. Et pour les premiers 20 à 25 ans, je savais ce que ça allait être et le problème, c'était de comment on allait communiquer tout cela avec les patients et les familles et la communauté. Et je savais ça auparavant, mais plus maintenant, je ne sais plus. Et ça commence à causer une détresse morale. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. On a beaucoup de questions sur quoi et qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'est un domaine qui change beaucoup. Et ça fait à peu près 7 ans depuis que la Cour suprême du Canada a attaqué le code criminel contre l'euthanasie et la prévention du suicide et aussi des injections dangereuses. Où est-ce on fournit aux patients la bonne médication. Originellement, c'était pour où la mort était prévisible. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment prévisible parce que tous les gens avec des souffrances chroniques peuvent demander par l'assistance. Avec toutes les conditions qui subviennent, peuvent demander de l'assistance. On va voir ce qui va se passer l'année prochaine au Québec et aux autres provinces. On a aussi vu la rédaction de quelques règles. Un témoin les quantités de témoins ont diminué. Et ils sentaient que ce n'était pas juste de les donner ce qu'ils demandaient. Donc, c'est très complexe. C'est quoi exactement notre marque? Nous avons donc besoin de plus de recherche, plus de narratifs, des témoignages. Et on a aussi besoin de beaucoup de données sur ce qui se passe en ce moment. Donc, il y a cette fascination intellectuelle pour ceux comme moi qui se demandent ce qui se passe et pourquoi. Et en même temps, il y a cette détresse morale pour ceux qui sont dans le service. On a vu beaucoup de cas, des centaines de cas, des patients qui demandaient de l'assistance et d'autres qui reçoivent de l'assistance. Et en même temps, c'est fatigant et ça stimule en même temps. Mais dans le contexte dans lequel je suis, on ne parle pas assez de cela. Pourquoi on ne parle pas de cela entre nous? Et encore une fois, c'est une des choses qui est les plus importantes, les choses qui nous est arrivée la plus importante. Et on ne parle pas vraiment. Et en tant que un de nos collègues m'avait dit dans les derniers jours, on parle beaucoup, mais on n'écoute pas vraiment. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, essayons de non seulement parler, mais aussi d'écouter. Je voudrais introduire nos orateurs aujourd'hui, qui sont les docteurs du coin palliatif les plus expérimentés au Canada. Le soin palliatif de l'Université Queen, et il a aussi fait beaucoup de pensées
en ce qui concerne l'assistance. Le deuxième orateur, c'est James Downer, qui est directeur des soins palliatifs de l'Université d'Ottawa et qui fait beaucoup de recherches et qui a fait beaucoup de pensées sur le sujet. Et dernièrement, mon collègue Golden Trzaskowski, qui est la directrice de programme des soins palliatifs et qui a offert de fournir le service pour les prochaines années. Donc, applaudissons pour la première oratrice. Je suis à l'âge de maintenant où j'ai besoin de glace pour rester pour le focus multiple, des glaces à focus multiple. Je les ai commandées, c'est pas encore arrivé, donc je vais devoir baisser mes lunettes et regarder par le dessus pour être en mesure de bien voir. Donc aujourd'hui, je me suis assuré d'apporter des talons hauts pour être sûr qu'on puisse me voir par-dessus le podium. Donc encore une fois, merci de m'avoir aujourd'hui et de nous avoir permis d'ouvrir une place qui crée de la place au dialogue. C'est très... On devrait être en mesure de parler de tous ces sujets-là et de venir ensemble en tant que communauté. Et je suis très reconnaissant d'être ici avec vous et pour qu'on puisse avoir un dialogue ouvert. Et je suis ici aujourd'hui pour l'Association canadienne des soins palliatifs. Et maintenant, nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Parfait, merci. Donc, je sais que c'est un peu un conflit d'intérêt, mais je vais vous dire que je suis une ancienne présidente de PSPCP et aussi en 2021 et 2022 aussi. Ce que j'espérais que vous retirez de ma présentation aujourd'hui, c'est de penser aux distinctions entre les soins palliatifs et le MAID continue à s'implémenter ici au Canada. Et aussi le contexte MAID et ceux qui reçoivent le MAID. Et je passe la majorité du temps, mon temps à passer de l'impact du MAID et on n'aura pas vraiment le temps de le rentrer dans l'aspect de l'éducation, mais juste voulais dire que ce sont des choses qu'on garde en tête. Donc, nous sommes tous ici, on a tout un arrière-plan en éducation dans le domaine. On espère aussi que les autres pays vont être en mesure d'apprendre de nous. Pour CanMed, j'ai mis toute la mise au contexte des compétences. Donc, on va essayer de couvrir tous les sujets qu'on a sur la liste aujourd'hui. Donc, on va passer à travers on appelle ça l'assistance dans la mort pour une interprétation progressive de la loi. Il y a aussi beaucoup de révisions législatives qui couvrent différentes maladies. Et aussi, les précautions, on vu ça comme une option pour avoir accès au MAID. Et pour ceux qui avaient une mort imminente, donc vous pouvez maintenant avoir signé un formulaire pour pouvoir consentir à travers le formulaire. On continue à soumettre et de prendre tout ça au gouvernement fédéral pour 2022. Et puisque le gouvernement va revérifier et réétudier le sujet du MAID. Je vais parler un peu maintenant de la différence entre MAID et le soin palliatif. Le soin palliatif, c'est quelque chose qui essaie d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont dans une phase difficile pour eux physiquement. On essaie aussi de faire ça dans l'évaluation et le traitement des symptômes pour supporter une personne pour qu'il puisse vivre de la bonne façon jusqu'à ce qu'il passe et meure. Nous avons pris 40 ans pour s'assurer de rassurer les patients et leurs familles. Et on n'essaie pas vraiment de raccourcir la vie de quelqu'un, mais quand on donne de l'opioïde, un autre médicament pour le soin palliatif,
En se positionnant le soin palliatif, Thus, conflation of these two distinct practices means palliative care is no longer the safeguard for MAID. on veut mettre l'emphase que le soin privé, et j'ai mis en liste beaucoup d'associations que vous pouvez voir ici à l'écran. Le soin palliatif n'est pas une partie In either of our two credentialed training programs in Canada, the College of Family Physicians 1-year enhanced skills in palliative care and the Royal College Palliative Medicine 2-year subspecialty. What we do recognize in the competencies and scope of practice les compétences dans notre pratique est le rôle unique que nous jouons pour comprendre et adresser le problème de la souffrance, venir prêt pour augmenter la dignité et en comprenant le concept de la peine et de la souffrance totale. Nous demandons que MAID soit considéré comme distinctement un traitement. Nous continuons de voir l'aide de Medical Assistance in Dying, l'aide à mourir, comme travaillant en collaboration avec les soins palliatifs. Le CSPCP ont travaillé contre le terme pour les aider à vivre aussi autant que possible durant leur vie. Même s'il y a une différence entre les soins palliatifs et le MAID, l'aide à mourir, on en fait référence comme étant une extension des soins palliatifs, mais c'est une fausse représentation parce que le gouvernement fédéral ne comprend pas le défi des soins palliatifs. Dans un témoignage cette semaine au parlementaire, Dr. Maiden Lee a dit au comité et aux politiciens qui étaient en charge de prendre les décisions de notre pays, tout ce qui a été fait durant les 5 dernières minutes était à la dernière injection des 5 dernières minutes de vie sont dues aux soins palliatifs. Nous avons établi que le MAID est associé à la fin de la vie et ce sont des soins qu'on a besoin tôt durant le processus de la mort, jusqu'à la mort. Si une personne n'a pas la capacité, donc l'intervention palliative n'est pas équivalente au MAID. Il s'agit de s'occuper des dernières heures ou jours de vie, quand toutes les autres symptômes, quand toutes les autres options ont échoué. Malheureusement, les soins palliatifs manquent de financement et seulement 30 à 50% des Canadiens ont accès à ce service. Seulement 15% ont accès à un spécialiste des soins palliatifs pour adresser des défis plus complexes. Si jamais vous êtes pauvre, autochtone, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous avez plus de chances de recevoir ces services. Donc, on aimerait avoir des standards nationaux pour les soins palliatifs. En attendant, MAID a reçu un certain support du gouvernement, contrairement aux soins palliatifs. Sans investir dans les ressources nécessaires pour offrir un accès universel aux soins palliatifs, malheureusement, il y a beaucoup trop de patients qui sont
qui manquent de ressources pour avoir des soins palliatifs à la maison. Et cela a été augmenté dans le contexte de la pandémie. Le CSPC il nous dit personne ne devra choisir une vie plus courte parce qu'il manque de soins palliatifs. Les avocats de MAID disent donc que il me dit, vous verrez dans le haut ici que 80,7% des récipiendaires de MAID étaient des personnes qui avaient reçu des soins palliatifs. Il n'y a pas d'information par rapport à la qualité ou la quantité des soins palliatifs, ni la compétence et l'expertise. Nous n'avons pas de minimum pour ceux qui entrent dans la catégorie de recevoir des soins palliatifs. Même Santé Canada a déclaré cette citation que ce résultat n'indique pas la qualité ou la quantité des services qui ont été donnés. Même si cette donnée est prise en considération, nous pouvons voir que 16,8% des gens n'ont pas reçu de soins palliatifs et on a 21,4% qui ont reçu donc 2 semaines avant le AMM. Donc, on a beaucoup de personnes certains disent même que 4 semaines, ce n'est pas suffisant. L'accès à nous n'avons aucune idée de ce que cela veut dire. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on leur a dit au sujet des soins palliatifs. Si les soins palliatifs étaient seulement offerts au moment de la requête, il est déjà trop tard. Les gens ont déjà préparé leur idée après des mois de souffrance. C'est dur de changer d'idée. Donc, d'offrir des services palliatifs pourrait décourager les patients de considérer l'option de l'euthanasie. Le docteur Jozan a mentionné au Parlement qu'on lui empêchait d'offrir des soins palliatifs à des clients. Il semble qu'il était limité pour leur offrir, car il devait leur offrir les services du MAID et AMM, Aide à mourir. Donc, il semble que de recevoir l'aide à mourir serait défini comme un soin de soins palliatifs. Donc, il faut séparer les choses. Une étude indique que ceux qui donnent les soins palliatifs étaient investis. Comme le rapport de Santé Canada, cette étude témoigne que on ne sait pas qui a donné les informations disant qu'ils recevaient des soins palliatifs. Combien de personnes ont reçu des médicaments et ni quels et qui les a administrés. On ne peut pas comprendre avec les données qui sont accumulées, on ne peut pas identifier quel est le problème. Les raisons pourquoi les gens demandent l'aide à mourir au Canada. Ils ne sont pas encouragés par des souffrances physiques, mais bien existentielles. L'influence des soins palliatifs
peut avoir une différence dans la décision de considérer l'aide à mourir. Ici, nous voyons les sources de souffrance. Numéro 1, c'est la perte de l'habilité de participer à des activités pertinentes. Ensuite, le manque de stabilité le manque de capacité de participer à des activités de tous les jours. Donc, ces deux-là rentrent dans la catégorie des souffrances existentielles. Cela implique différents défis, par exemple, des symptômes de détresse et de deuil. Ces types de souffrances ont besoin de soins particuliers qui s'occupent des domaines spirituels, psychosociaux et physiques. Ici, c'est vraiment ce que l'on fait ici en soins palliatifs. Inaudible. On considère les différents aspects des défis que rencontrent les différents types de souffrances qu'ont les patients et les patients adultes de cancer reçoivent des services existentiels, de support existentiel. Une autre conclusion était que l'analyse montre que des grands bénéfices viennent avec la thérapie existentielle. Ce n'est pas qu'on n'a rien à offrir. Est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement, mais nous pouvons aider. Si nous considérons les données de Santé Canada, nous pouvons voir que 67,6% des gens inaudibles. Cela suggère un taux important de soins palliatifs, même si la plupart de ces soins sont offerts par les soins palliatifs. Je vais vous montrer un document aujourd'hui qui a été sorti aujourd'hui qui mentionne les données concernant l'aide à mourir. Je l'ai partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous pourrez la trouver assez facilement. J'aimerais passer le reste de mon temps pour parler des effets de l'aide à mourir sur les soins palliatifs. Nous avons parlé des différents impacts reliés à l'accès universel aux soins palliatifs. Donc, il y a des effets importants, notamment plusieurs Canadiens nous partagent que leur défi particulier, leur inquiétude. Certaines personnes ont intégré l'aide à mourir. Donc, ça permet donc, on a plusieurs infirmières qui laissent leur emploi. Certains infirmières qui dirigent des centres de résidence. Il n'y a pas eu de position ajoutée. Donc, on a utilisé les ressources actuelles et limitées d'infirmières. En Ontario, les docteurs reçoivent leurs consignes de la direction de la santé. Alors,
inaudible. L'interprète ne peut pas traduire trop rapide. Dans certains contextes palliatifs, on demande maintenant d'offrir les soins palliatifs. Ce n'est pas que les soins trop rapides, l'interprète ne peut pas interpréter. Les docteurs et les cliniciennes du Canada offrent des soins d'aide à mourir dans le contexte de leur travail. Tous les docteurs peuvent utiliser l'aide à mourir et ses différentes dimensions, mais nous, dans les soins palliatifs, avons quelque chose à offrir. Et si on ne fait pas cela, ce sont les patients qui vont souffrir. Les programmes de soins palliatifs au Canada manquent de ressources et demandent plus de travail que ce que nous avons comme ressources humaines. Nous avons moins de lits et lorsque nous invitons des patients à être admis simplement pour recevoir l'aide à mourir. Et si jamais on prend ces lits pour d'autres utilisations, on peut être accusé de nuire à l'aide à mourir. Le résultat vient avec des retraites anticipées dans le département des soins palliatifs. Nous voyons aussi des patients qui hésitent de participer aux soins palliatifs parce qu'ils ne voudraient pas être aidés à mourir sans leur accord. J'ai rencontré des douzaines de patients qui m'ont dit qu'ils ont demandé l'aide à mourir parce que leur docteur leur a dit qu'ils étaient des bons candidats et ils avaient peur que leurs symptômes deviennent vraiment pires. Donc, un docteur a dit mardi dernier, en parlant de l'aide à mourir, que les docteurs ont un pouvoir important dans leur consultation et que d'offrir des drogues fatales est dangereux parce que c'est considéré, ce sera considéré par leurs patients. Enfin, pour terminer avec quelques recommandations, j'espère que d'autres pays peuvent apprendre de notre expérience au Canada. L'implémentation de la législation d'aide à mourir au Canada nous empêche d'offrir des bons soins et encourage de voir les soins palliatifs comme si c'était un service qui offre la mort. C'est donc dangereux, c'est donc une vraie menace pour notre discipline de soins palliatifs. Pourquoi est-ce que l'aide à mourir devrait être un service inclus dans les soins palliatifs alors que c'est un service différent? Et ceux qui voudraient participer pourraient choisir de le faire. Selon les besoins de la population. Donc, on aimerait offrir l'assistance à la vie et non l'assistance à la mort, exclusivement. Donc, on offre souvent aux patients comme seule option l'aide à mourir. Mais ils devraient avoir un secours pour leur détresse, qu'elle soit physique, spirituelle ou existentielle. La voix des patients devrait être entendue en surveillant les données
nous n'avons pas assez de données pour vraiment bien identifier les défis associés à l'aide à mourir. Pour les 86% de Canadiens qui ne veulent pas mourir par aide à mourir. Tout le monde connaît le programme d'aide à mourir. Ça ne doit pas être une solution définitive. Constamment, nous n'avons jamais travaillé contre l'aide à mourir, mais nous aimerions avancer les soins de palliatifs comme solution. Personne ne devrait se sentir obligé de choisir l'aide à mourir parce que c'est la seule option ou parce que d'autres soins de palliatifs ne sont pas offerts ou sont offerts trop tard pour répondre à leurs souffrances. In his letter to the Supreme Court justices after the Carter decision, he said, "You need not be abandoned with unrelieved suffering. Vous ne devez pas être abandonné avec la souffrance. Ça s'appelle le soin palliatif. Parce que tout Canadien est important. Vous ne serez jamais laissé tout seul. Merci beaucoup. Merci, Dr. Hertz, pour cet excellent résumé. Il y a encore, pour l'énergie, le temps que tu as mis pour le soin palliatif. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas, Dr. Hertz a 6 enfants, donc très commendable. Le prochain orateur sera Dr. Dahmer, qui parlait de l'introduction des différents aspects. Bon matin à tous. Je vous jure qu'on n'a pas coordonné nos diapositives, mais on pourrait dire que si vous aviez mis nos diapositives, ce serait sûrement sorti en mode 3D. Donc, naturellement, j'ai eu des frais de consultation qui est aussi mentionné ici. Mon objection aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une appréciation des soins palliatifs, que ça peut aussi coexister avec les soins généraux. Et aussi essayer d'éviter des idées préconçues qui sont mentionnées par les médias. Et je voudrais être aussi très clair que tout ce qui sera dit aujourd'hui sont dirigés aux commentaires et non aux gens. Et j'espère qu'on se retirera tous de cette salle qu'en tant qu'amis. Et je veux vous dire que les données aussi ne vont jamais régler les problèmes moraux. Et si vous êtes une personne religieuse, par exemple, les données ne veulent rien dire, les sondages ne veulent rien dire parce que c'est plus complexe que ça. Mais l'objection, on ne peut pas faire comme si les données n'étaient pas là. Donc, on doit rester réaliste. Mais je veux mettre en emphase que ce qui m'amène à ici, ce sont les symptômes physiques. Un des études récentes de 63 pages, on commence à raffiner tout cela. Et je pense que c'est très important de reconnaître la documentation qu'on peut faire pour ce type de stress. Ce n'est pas très bien étudié, mais ce qui est là est loin d'être impressionnant. Mais je pense que la question c'est une question qu'on pourrait, je pense, répondre de manière claire. Je vais vous montrer les données objectives qu'on a aujourd'hui, mais je pense que c'est impossible de maintenir ce narratif. On peut faire ça basé sur les cas individuels, la population. Vous avez déjà vu cette diapositive-là. Encore une fois, c'est un jugement subjectif dans la santé Canada.
2% ou moins des gens qui ont qui ont été assistés ou reçu le MMA. Donc, je pense que la majorité d'entre eux n'avaient pas une mort naturelle. Mais si vous l'élargissez un peu sur ce que vous attendez, ce dont vous vous attendez, à quoi les soins palliatifs ressembleraient, c'est important de dire que ce n'est pas la seule source de données qu'on a pour les soins palliatifs. Vous avez vu cela et cette référence de cette étude que j'ai faite avec quelques collègues sur un approfondissement sur les données accumulées. Et on veut être clair sur d'où viennent ces données-là. Ces données sortent d'extraction des tableaux. On pourrait argumenter jusqu'à la fin des temps. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui est non biaisé. Donc, tout le monde aura une opinion et tout le monde aura un préjugé quelconque. Donc, tout ce qu'ils font, c'est regarder des tableaux, des données et étudier ça. C'est tout ce qu'ils font. Et je pense qu'il n'y a personne il y aurait personne qui a plus de préjugés sur le sujet que des gens qui s'occupent de statistiques seulement. Pour moi, ça veut dire que les gens sont en train de faire quand même un bon travail pour donner un rapport de ce qui se passe avec les patients. C'est très important aussi de voir qu'il y a différentes démographiques, que les patients qui reçoivent de l'assistance sont des gens privilégiés. Donc, on voit de plus en plus de probabilités que les gens qu'ils ont assistés viennent d'une famille très aisée financièrement. Les choses qui inquiètent tout le monde n'ont pas l'air d'être quelque chose qui vaut la peine. Again, even if, okay, so let's say you're concerned. These are biased assessors. Vous n'êtes pas sûr que vous voulez vraiment faire confiance à l'évaluation d'une infirmière qui travaille pour un bureau. Mais on va travailler avec ça un peu pour un moment. Je pense que c'est très important de reconnaître qu'il n'y a pas de mesure objective de qualité et il n'y a aucune mesure quelconque en ce qui concerne l'accès. Donc, c'est toujours quelque chose de jugement subjectif. Tout argument fait sur ce qu'est l'accès ou qu'est-ce que l'accès n'est pas, je ne peux pas vraiment le prouver, si je pourrais dire ça. On sait que les Canadiens, surtout les gens de l'Ontario, reçoivent des soins qui un fournisseur de soins palliatifs. Je pense que c'est un chiffre qui devrait être beaucoup plus haut. Mais les gens de notre équipe sont beaucoup mieux et plus impliqués dans les soins palliatifs. Et s'il y a une inquiétude, et ils n'ont aucune assistance et ils reçoivent de mauvaise assistance et ils ont pourquoi toute l'aide se passe au groupe du milieu? Vous devriez voir beaucoup plus d'assistance et d'aide médicale. Et vous ne voyez pas vraiment ça en ce moment. L'accès à la qualité sont des problèmes vraiment existentiels. Prenons des populations qui peuvent y faire quelque chose. Si quelqu'un a des cancers du poumon, qui a à peu près 3 mois pour vivre, qui a le plus... Quelqu'un de COPD ou quelqu'un qui a le cancer du poumon, qui souffre le plus? C'est en fait c'est le COPD. Définitivement, le cancer du poumon n'est pas pire que le COPD. Mais qui d'entre les deux pourrait avoir des soins à la maison? Qui va recevoir des soins palliatifs plus vite? C'est tous majoritairement le cancer. Donc, vous voyez tous les numéros ici, les chiffres, les statistiques. Vous avez 3. Qui va recevoir plus d'assistance, d'après vous? 3 fois. 3 fois plus de chances
There are very powerful drivers of MAID, and palliative care is not one of them. Et le soin palliatif n'est pas un d'entre eux. Et il n'y a rien vraiment de subjectif en ce qui concerne ces données-là. Juste des choses simples que nous savons en observant les données. Donc, je ne pense pas que ça soit important à ce point-là. Ce n'est pas... Vous devez regarder les groupes comparatifs. Regardez par exemple le salaire. Si le salaire n'avait aucune responsabilité sur les chances d'avoir de l'assistance de la MMM, si le salaire, vous verrez beaucoup plus de provisions. Vous allez voir l'opposé. Donc, vous allez voir que le manque d'éducation va créer un peu le manque d'accès. La dépravation sociale protège contre l'AMM. Je pense qu'on doit faire attention quand on parle des données qui sont découvertes par soi. Je pense qu'il faut faire attention quand on interprète les données. Et on doit être consistant avec notre manière de penser. Ne pas juste dire que je ne fais pas confiance aux données trouvées par soi-même. On doit être consistant de faire attention on doit être sceptique de un peu tout, en fait. Je ne veux pas créer une crise existentielle, mais je pense que les choses doivent être dites. La notion qu'améliorer l'accès et les services aux soins palliatifs doit être améliorée, mais pas parce que ça a quelque chose c'est pas parce que ça a un lien avec l'AMM. Mais la notion que si on faisait ça, on aurait un impact immense sur le fournissement de AMM. Mais se rappeler que, statistiquement parlant, ça améliore les résultats et on a des données pour ça. Donc, ici, vous voyez à la gauche le rapport par les membres de la famille dans les 2 dernières semaines de la vie. On voit ceux qui ont reçu le soin et ceux qui n'ont pas reçu le soin. Que 50% ont été très inconfortables malgré avoir reçu cela. Et je travaille sur le meilleur soin palliatif du monde. J'aurais voulu être dans mon unité à moi. Mais s'il ne serait pas un lit acceptable, j'aurais sûrement dans celui de Houston. Parce que sûrement, je pense que c'est le deuxième meilleur après nous. Donc voici les proportions des patients qui ont des symptômes de 4 et plus grands. Vous voyez les notes de souffrance, de douleur, jusqu'à 70% malgré être dans les soins palliatifs. Et rester avec MD Anderson, comment on fait pour normaliser l'ampleur de l'intervention. Et pour Eduardo, vous pouvez voir une analyse Donc, il faut être familier avec le SMT, qui sont considérés comme un effet large, et c'est aussi... Donc, ça a l'air... La qualité de vie. On est à peu près à 0.2. Donc, on a un effet minime. Ça, c'est spécialisé sur les soins palliatifs dans un environnement étudié. Et c'est à quel point on est bon pour le moment. Pour les symptômes, sont entre 0.1 et 0.2.
but I don't want to use mood as a surrogate, but for mood, we're actually not Pour l'humeur, remarkably effective, right? So on our n'est effect pas size aussi, is on n'a really pas autant d'effets ineffective and positifs. small Donc, for all of the things that we say pour we're toutes les choses qu'on dit qu'on est censé faire, access is not the only gap we have. l'accès n'est pas la seule chose qu'on doit. Access is far from the only gap we have to close. Ce n'est pas le seul écart qu'on doit réduire. Simply us being more ubiquitously available would make all of these MAID requests go away. Donc, l'accès n'est pas notre seul problème et ça ne règle pas tout. I mean, I think I do a pretty good Je job. pense que je fais un bon travail, j'essaie. I think a lot of my colleagues do a pretty good Je job. pense que plusieurs de mes collègues également, mais I can't go to society and je ne peux say, pas aller à la "You've got société et covered leur dire que tout est bon with data like this." avec des données telles que celles-ci. On ne peut pas. I want to address some of the J'aimerais common comments here mentionner about, certains des patients who commentaires have palliative care units and hospices where par MAID is, rapport aux patients where qui MAID is allowed, I should say. That was qui sont résidents d'un endroit où on offre des services de soins à mourir. Il y a des situations où les gens disent « Je ne suis pas sûr si je vais aller en soins palliatifs. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je suis inquiet d'avoir l'aide à mourir. » Vous ne pouvez pas recevoir l'aide à mourir sans votre consentement, mais je ne fais pas confiance à la loi. Donc, cette résidence a une politique. Ah, d'accord, alors j'irai. Le concept de personnes qui ne sont pas rassurées par la loi, qui pourrait mettre ce docteur en danger, et qui est, si quelqu'un est... Souvent, ces conversations ont lieu dans des hôpitaux. Les gens n'ont pas un problème d'être dans un lit à un endroit où l'aide à mourir est offerte, si les politiques et les lois les protègent. Les patients que nous avons sont souvent référés par les soins palliatifs et inaudibles. Cette personne est en train de mourir et cette personne est en train de souffrir. C'est mon travail de voir cette personne. Je ne sais pas si le programme existait ou pas. Je devrais quand même voir cette personne. Ça n'a rien à voir avec la légalité de l'aide à mourir. Des fois, les services d'aide à mourir, c'est un point politique, donc c'est quelque chose qui est mentionné par ceux qui offrent les services médicaux. Mais le concept que cette ressource m'appartient à moi ou à vous, elles ne sont pas, elles sont à des patients. Donc, si quelqu'un est en train de mourir, approche la fin de sa vie, a beaucoup de souffrance, et il décide de mettre fin à leur jour, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ce ne serait pas approprié que ces gens aient des ressources de soins palliatifs, parce que ce n'est pas les soins palliatifs d'un côté et les soins de fin de vie de l'autre côté et l'aide à mourir de l'autre côté, mais en tout, on prend soin du patient. Je suis d'accord qu'aucun docteur devrait être forcé d'offrir l'aide à mourir parce que la loi en parle, que ça ne devrait pas arriver. C'est mal. J'aimerais aussi mentionner qu'il y a plusieurs incidents où un jeune docteur serait forcé de signer un contrat qu'il ne ferait pas l'aide à mourir et d'autres personnes, et il y a d'autres qui sont forcés à ne pas l'offrir. Donc, je ne vais pas écrire aucun nom, je ne vais pas dire qui ils sont, mais je pense que ça doit travailler des deux façons, des deux côtés. C'est important de mentionner que je supporte ceux qui se tiennent contre l'aide à mourir en tant qu'individu. Toute ma famille est catholique, je vous le jure. Donc, le défi, j'ai deux chrétiens évangéliques dans ma division et tout le monde est invité et bienvenu dans les soins palliatifs. Et j'encourage les gens à ne pas avoir de
de suggestions que c'est le gouvernement qui gère, qui est derrière le mouvement de l'aide à mourir. Ces services ne sont pas offerts par le gouvernement, mais ont été encouragés par des patients qui ont insisté de les recevoir et le gouvernement a plié devant ces demandes. Et c'est mon expérience personnelle. Je ne peux pas vous dire comment ça me commençait lorsque j'ai été en cours. J'ai travaillé, j'ai payé moi-même pour tous les frais pour participer à ces demandes. Et le gouvernement met mes taxes et prend mes taxes pour engager toutes sortes d'experts. Et ces experts écrivent des notes disant que le gouvernement pousse ce programme sur des gens désavantagés. Ce n'est pas agréable de voir de telles choses parce que ce n'est pas vrai. La notion qu'il s'agit de gens non informés qui prennent cette décision. Et je prie tous les jours alors que j'entre dans les salles dans mes salles de patients. Je ne souhaite pas que les gens demandent l'aide à mourir parce que c'est tellement difficile. Et beaucoup de gens quittent parce que c'est difficile d'offrir l'aide à mourir. Ceux qui pensent que l'aide à mourir, c'est une option simple, ce n'est pas une option simple, c'est énormément de travail et les gens quittent à quel point c'est un travail difficile. Et aussi, j'aimerais qu'on se souvienne des droits de conscience qui stipulent que tous les côtés d'un débat sont protégés par les droits de la conscience. Alors, voilà. J'aimerais ça terminer certains points. Je lis des choses, comment le Canada mange des bébés apparemment. Je pense que c'est important de mentionner cela. Ce n'est pas la culture de la mort, c'est la culture du choix. Si vous voulez savoir comment le Canada se sent par rapport aux gens désavantagés, c'est mieux de regarder, par exemple, à la pandémie globale, où plusieurs personnes meurent, surtout des personnes vulnérables, et des gens dont la vie pourrait être protégée par des sacrifices personnels, et les gens restent à la maison et prennent des vaccins au lieu d'avoir du plaisir. Et en ce sens, le Canada a sauvé plusieurs vies et nous avons mieux que plusieurs pays. Et nous devrions être fiers parce que c'est une décision que nous avons faite de sacrifier. Et sacrifier, c'était difficile. Nous avons sauvé beaucoup de personnes, et notre système a encore de la misère. Nous perdons du personnel beaucoup plus que nous perdons de patients. Et si d'autres pays font mieux que nous, c'est peut-être parce que ils ont perdu beaucoup de patients. Et nous, on les gardons en vie. C'est ce que nous pensons de la vie humaine. Et j'aimerais aussi mentionner cela, et ce n'est pas directé à aucun individu, mais c'est simplement un rappel qu'il y a plusieurs choses que nous savons par rapport à ce qui sauve les vies parmi les gens vulnérables. Des choses comme l'assistance sociale ou bien le service pharmaceutique et les vaccins, les masques et les mandats. Nous avons beaucoup de données qui montrent combien de vies ont été sauvées par ces choses. Donc, devant le comité parlementaire, et nous avons un politicien qui se tient contre chacune de ces choses et qui apporte du café à des protestants qui prennent notre ville, sachant que cela amènera à la mort de plusieurs personnes. Je n'aime pas vraiment ça. Et je vais leur dire. Et j'encourage n'importe qui sent qu'ils veulent protéger les vies des gens vulnérables et aider les gens vulnérables.
J'espère que pour chaque tweet qui est fait par rapport à propos des lois qui concernent l'aide à mourir, j'offre que le double des tweets soit fait par rapport à des choses qui affectent les populations. S'il vous plaît, regardez autour de vous. Si vous vous associez à des gens qui sont contre ces choses, vous êtes du mauvais côté. Comprenez ce qui motive l'aide à mourir ou pas. Ce n'est pas nous avons un effet limité. Les interventions ont un effet limité. Et ne mettez pas de barrière contre les patients et les collègues. Tout le monde doit travailler ensemble. L'objectif n'est pas de... Le défi, les soins palliatifs et l'aide à mourir ne travaillent pas un contre l'autre. Ils se complètent. Merci, Dr. Downer, pour votre exposé. Maintenant, pour retourner au tout début, nous allons inviter mon collègue, Dr. Stradomski. De retour au commencement, nous sommes ici sur le champ, nous sommes dans un service de consultation et nous avons un patient devant nous qui souffre. Et des questions telles que, qu'est-ce qu'on dit ou pas par rapport à l'aide à mourir? Comment est-ce qu'on l'enseigne maintenant? Qu'est-ce qu'il y en a des défis comme des patients qui veulent garder son choix de l'aide à mourir comme un secret par rapport à sa famille et nous savons que c'est permis. Alors, ma propre personnelle, mes défis, mes désirs personnels pourraient être différents que mes professionnels, que mon ordre professionnel. Alors, ces pensées qui sont très pratiques, nous demandons au Dr. Stradomski de partager à son expérience en tant que professeur et clinicienne. OK, Anna, c'est pas gentil. C'est pas juste. Vous n'avez pas dit que vous vouliez que je parle de toutes ces choses, mais lorsque Anna m'a demandé de parler et d'amener ma perspective, j'ai accepté. Alors, cela sera beaucoup plus personnel et beaucoup plus Québec-centrique parce que c'est là que je travaille. Je pense que je peux retirer mon masque. Donc, lorsque j'ai écrit beaucoup de notes après avoir parlé avec Anna depuis le mois de mars, je pense, et j'ai décidé que je n'allais pas préparer, j'allais simplement parler directement de mon cœur. Et la nuit dernière, quand je lisais mes notes, je disais, oh là là, je pourrais parler peut-être pendant 1 heure et j'ai seulement 15 minutes, alors je vais essayer de lire ce que j'écrivais hier soir. Alors, désolé pour cela. Premièrement, j'aimerais mentionner que j'ai reçu des paiements de Pallium pour enseigner les soins palliatifs, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement explorer ce que les docteurs de soins palliatifs vivent. Alors, avec la légalisation, comment est-ce qu'on a évolué, comment est-ce qu'on a changé notre pensée, nos sentiments, etc., et un peu de ce que le futur nous promet. J'aimerais commencer en disant que je suis une docteure de famille et je fais des soins palliatifs depuis 15 et 20 ans et exclusivement depuis les dernières 20 années. J'ai travaillé à McGill pour 7 ans, de 2007 à 2014, juste avant la pandémie. J'ai travaillé là. Je suis responsable pour l'enseignement prégradué et postgradué. Je travaille dans un hôpital avec 9 docteurs qui travaillent là de jour et 3 qui travaillent sur le département de soins palliatifs et de soins à la maison. Et les 3
docteurs ont eu une formation particulière en soins palliatifs. J'aimerais en parler pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'aimerais considérer que c'est quelque chose d'important pour les patients et leurs familles. Le message dominant était la notion de qualité de vie. Initialement, lorsque le comité a commencé à faire le tour du Québec en 2009 pour mentionner ça a été un sujet tabou et les gens avaient peur de venir en soins palliatifs en pensant que ça voulait dire mourir. Alors, je me suis dit, on va commencer à en parler. Cependant, mes sentiments ont commencé à être sûrs. Pourquoi est-ce que les gens pourraient mourir seulement avec dignité, seulement par l'euthanasie? J'ai accompagné des gens dans les derniers chapitres de leur vie sans l'euthanasie et tous ces gens on a misé sur leur vie. Ils n'ont jamais déterminé ce qu'était les soins palliatifs, donc l'éthique par rapport à garder ou offrir des traitements. Et honnêtement, il y a beaucoup de confusion par rapport aux gens et par rapport au staff médical et hospitalier. Les gens ne parlaient pas nécessairement d'euthanasie quand ils parlaient de mort, de mourir dignement. Les gens n'étaient pas éduqués et ils avaient peur des soins palliatifs, mais pas seulement les patients, mais les docteurs également. J'ai eu une famille qui m'a dit qu'ils avaient demandé les soins palliatifs pour leur maman et leur oncologique a dit non, non, pas encore, elle n'est pas prête pour ça. Alors, c'était des fois même les docteurs qui prévenaient aux gens d'avoir accès à des soins palliatifs. Une grande proportion de patients avec des défis particuliers n'avaient pas de formation et les données nous disent que seulement 30% des gens au Canada avaient accès aux soins palliatifs. Le manque d'accès aux soins palliatifs, ça veut dire que les gens avaient vraiment peu de choix. Alors, s'ils ne pouvaient pas avoir d'aide par rapport à leurs symptômes physiques, ils pouvaient vivre avec la souffrance ou opter pour l'euthanasie. Et ça ne semble pas être beaucoup de choix. Donc, il y a plusieurs années, je ne savais pas si c'était en 2009, je suis allé parler devant le comité avec des collègues du soin palliatif qui étaient opposés à la légalisation de l'euthanasie. Mon père est mort de lymphome et il avait choisi qu'il se suiciderait si jamais les choses devenaient très difficiles. J'ai été très choqué d'entendre cela alors que le temps est passé et que les choses allaient de pire en pire. Donc, son esprit fort a pris le défi. Donc, si je ne peux plus surfer, je vais prendre le catamaran. Le catamaran, c'était quelques semaines avant de mourir. Plusieurs années plus tard, quand je suis devenue une docteure en soins palliatifs, je savais que cette période difficile était quelque chose qui peut être encore supporté avec beaucoup de croissance et d'éducation. Je sais que les patients nous enseignent toutes sortes de leçons de vie et c'est aussi un temps important pour que les familles se préparent. Je me suis dit aussi que je ne ferai jamais l'euthanasie et si jamais j'étais forcé à le faire, je préférerais laisser tomber mon stéthoscope. J'ai entendu que certains docteurs ont fait des atrocités pendant l'Holocauste et qu'ils se sont peut-être convaincus qu'ils faisaient des choses au nom de la science pour aider l'humanité. S'ils ont été capables de se convaincre de telles choses, je ne peux pas dire que je suis immunisé d'être persuadé, donc je ne voudrais pas cela pour moi-même. Mon respect pour la vie et mes valeurs sont personnelles, pas d'un contexte spirituel, mais je veux m'accrocher à ces valeurs. Je pense que j'ai oublié de changer
les diapos à un moment. Donc, Calmed, voilà, c'est dit. Ma perspective initiale, et maintenant, on parle de légalisation. J'aurais pu faire sans les présentations, de toute façon. Alors, la loi est en effet depuis 2015 en décembre. Donc, il y avait différents objectifs dans la... Je n'ai pas aimé l'euphémisme pour l'euthanasie. J'étais aussi très fâché que ce AMM a été fait pour la province et que le soin palliatif ne l'était pas. Et je formais beaucoup de jeunes docteurs. Et il n'y avait pas beaucoup de médecins formés dans le soin palliatif. Et on avait beaucoup d'espoir, on avait beaucoup de défis à surmonter. Et le soin palliatif et l'expertise des soins palliatifs, pas autant à travers la province du Québec. Et en 2015, ils ont promis que cet argent serait donné aux différents départements de la communauté qui s'appelle le CLSC, mais il n'y a eu aucune supervision pour voir où cet argent allait être dépensé pour de vrai. On sait que les CLSC sont toujours en train de chercher des finances à la fin de leur période de finances. Et cet argent qui était pour les soins à domicile, mais on n'est pas sûr si c'est vraiment allé aux soins palliatifs. On a aussi mis des formations pour les jeunes, les infirmières et les aînés. Il y avait ces différentes succursales et des hôpitaux qui offraient des formations, mais le gouvernement n'a jamais vraiment donné une compensation quelconque pour ces enseignements, ces formations. Et on voulait que les gens viennent dans leurs vacances pour avoir ces formations-là. Et on devait trouver un moyen pour que cet enseignement soit fait. Et on essayait vraiment de tout, d'étirer toutes les petites ressources qu'on pouvait trouver. Ils ont aussi organisé des présentations dans différents coins de la province. Et dans ma région, je suis allé parce que je croyais, je suis habitué à voir des gens en fin de vie et je me suis dit que je pouvais m'attendre à ce que j'allais voir. Et on dirait que les gens n'étaient pas vraiment inquiets, que AMM était n'était peut-être pas la chose la plus importante pour les différents docteurs, mais en tout cas, moi, je ne pensais pas. Et ça ne s'est vraiment jamais matérialisé. On n'a pas eu vraiment de pamphlets sur l'éducation éducationnelle. Et maintenant, mes collègues de soins palliatifs enseignent aux clients, aux patients sur les différentes procédures pour l'euthanasie. Et je me suis dit que je ne vais sûrement pas être en mesure de dormir après tout ça. Mais finalement, j'ai réussi à dormir, à ma grande surprise. Les patients étaient confortables, elle n'avait pas d'anxiété ou de dépression. Elle aimait le temps qu'elle passait avec la famille et elle voulait le AMM. Et puisqu'elle le voulait, en fait, puisque c'est une question de voir comment c'est une question de comment elle pouvait contrôler cette partie de sa vie. Et on pourrait mettre ça sous le nom de crise existentielle ou détresse existentielle. Et je devais me demander s'il y avait peut-être des gens des soins plus spirituels pouvaient faire un changement dans cela, mais peut-être, on ne sait jamais. Mais pour moi et mes collègues, on a remarqué que dans les statistiques du gouvernement fédéral, ils nous ont montré qu'une grande majorité des demandes de l'assistance médicale à mourir
Et ce sont des sujets qui sont difficiles c'est difficile de parler de ces sujets-là. Et les équipes ne sont pas toujours, n'ont pas toujours les membres d'équipe nécessaires. Et je travaille depuis 24 ans à l'hôpital Mont-Sinaï. Et on a une bonne addition à l'équipe. La psychologie, je n'ai pas vu ça depuis le début de la pandémie. Et ça, ce ne sont pas nécessairement des rôles, des ressources humaines qui sont bien financées dans notre système d'hôpital. Et toutes ces souffrances difficiles à travers lesquelles nos clients passent, ces psychologues et ces soins d'aspect spirituel. Donc, qu'est-ce qui a été présenté initialement par le gouvernement en tant que soin qui était non fréquent et exceptionnel était devenu une demande fréquente? Et à ma grande surprise, le gouvernement a changé d'idée et a parlé aux administrateurs de mon département de soins de ma région et pourquoi on ne donnait pas de soins pour l'aide à la mort assistée comparativement au reste des autres départements de la province. Et là, il y avait un conflit d'intérêts. Et là, le gouvernement a admis que l'année passée, en 2021, 80 millions de dollars ont été sauvés puisqu'ils avaient l'assistance à l'aide médicale à mourir. Et quelques-uns d'entre eux ont pu voir les patients avant qu'on ait le temps de le voir parce que des fois, la demande est envoyée à eux avant que ce soit envoyé aux soins palliatifs. Donc, ils enseignent ces gens-là sur le sujet. Et moi et mes collègues, on est très reconnaissants à leur égard. Mais j'ai exprimé un peu au début que la majorité de ces évaluations sont très subjectives. Donc, par exemple, quel niveau de souffrance est insupportable? Qu'est-ce qui est la mort prédictible, prévisible? Et en 2015, jusqu'à, je pense, cet été, c'était une question que moi j'avais. Combien de délirium est-il nécessaire pour que on sait que le patient doit être 100% apte quand ils sont en train d'être évalués. Donc, à quel niveau, à quel point il soit, au niveau, quel niveau de délire est nécessaire pour qu'il ne soit pas adéquat à recevoir ces soins-là. Et quand cette demande est tombée sur des oreilles sourdes et les autres docteurs ne voulaient pas faire face à cet enjeu-là, donc, mais les évaluations sur ces souffrances, on les a demandé d'attendre pour ces traitements particuliers qui pourraient assister avec leurs souffrances. Est-ce qu'on serait possible d'aller les voir pour qu'ils puissent obtenir l'aide médicale à mourir? Et en tant qu'enseignant et éducateur de programme, on voulait éduquer les médecins. Et je n'ai pas vraiment été non biaisé. Il n'y avait pas assez de les différences entre l'aide médicale à mourir et autres. Et on ne savait pas que ces ressources-là étaient à notre disposition jusqu'à ce qu'on ait vraiment eu besoin d'eux. Et on les a reçus un peu malheureusement trop tard. Et encore une fois, il y avait un grand manque de soins palliatifs et d'expertise dans les infirmières et les médecins. Et quand on parle de l'approche de soins palliatifs, on a encore une grande distance à couvrir. J'avais un rappel que je devais changer de diapositive. Et ça faisait partie de ce que j'ai écrit hier soir.
Donc, où est-ce que je me situe en ce moment? Je n'ai jamais vraiment été contre l'euthanasie de manière catégorique, mais comment je réagis quand je fais face à une maladie très grave et mortelle. À travers le Québec et le Canada, avant l'aide assistée, l'aide médicale à mourir, avec cette pente glissante, et comment faire pour faciliter l'accès à l'aide à mourir ici au Québec, où les clauses de mort prévisible, on a une capacité, là où la capacité n'est pas nécessaire quand on est en train de recevoir l'aide médicale à mourir, tant qu'on a une capacité, tant que vous avez eu la capacité quand vous avez été évalué, où les bébés seront en mesure de recevoir cette procédure. Et je suis très reconnaissant que le gouvernement du Québec a dit qu'il être fatigué de la vie n'est pas une raison d'avoir la mort assistée comparativement à des pays européens. Mais en tout cas, avec le type de personne que je suis, j'essaie de rester optimiste avec la plan d'action au Québec pour 2020-2025 pour avoir l'accès aux soins palliatifs en fin de vie de la qualité, pour avoir des meilleurs accès à des soins palliatifs et aussi à propos des lois et améliorer la capacité des soins palliatifs pour qu'ils soient en mesure de recevoir de l'argent. Donc, j'espère qu'il y aura plus de soins palliatifs disponibles à la population. Le soin palliatif est une des options pour la fin d'une vie. Et je vais rester quelqu'un qui continue à promouvoir la position de patient. Et je veux vraiment mettre de l'avant mes valeurs. Et il y a eu un compromis sur l'adaptation des nouvelles réalités. J'ai ajouté une formation d'un des fournisseurs des aides médicales à mourir qui vont expliquer ce que l'assistance médicale à mourir est exactement. Et quand on parle avec les étudiants médicaux, quand ils viennent et qu'ils passent quelques semaines avec nous, pour qu'ils soient plus informés sur l'aide médicale à mourir et les soins médicaux. Et je veux dire que mes sentiments ont un peu changé. Comparativement dans le passé, j'étais vraiment fâché sur le sujet. Et maintenant, je suis juste plus inquiet sur le futur de notre société. Et la société ne valorise pas assez la vie des gens qui sont très malades et qui ont des problèmes de santé mentale, et etc. Donc, je vais arrêter ici. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Golda. Donc, vous voyez les sentiments, les formes. Il y a différentes formes personnelles de détresse dans chacun d'entre nous dans le domaine. Les sources de cette détresse et de ces sentiments sont peut-être un peu différents. Originellement, j'avais demandé un séminaire d'une journée complète, et voilà, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Mais ce que j'espère, c'est que dans vos propres centres, vous mettrez à la disposition de la place pour que les recherches soient réévaluées, pour que les recherches puissent se passer, qu'il puisse avoir plus de recherches et qu'il y ait pour les manifestations de détresse morale qui seront discutées et partagées. Maintenant, on va passer à la section de questions-réponses et je vais vous demander, il n'est pas trop tard de s'engager dans l'événement E en ligne. Et on a le privilège, on a une demande de Dr. Hertz. Dr. Hertz, est-ce que tu avais un commentaire à faire? Est-ce que tu veux venir au podium ou tu veux parler directement? Ah, tu as un micro, oui. Est-ce que c'est allumé? D'accord, désolé. Si c'est correct, je voulais juste faire un petit commentaire. Je suis en accord avec James
qu'on a besoin de regarder aux données, mais on doit poser aussi les bonnes questions et faire les bonnes recherches. Comme on l'a mentionné, je ne pense pas qu'on l'a vraiment fait, et j'apprécie énormément ce que tu as eu à dire. Et je me demande si les gens ont lu les articles sur les symptômes dans les 7 derniers jours de vie. Un des symptômes qu'ils évaluent, ce sont des fois des symptômes normaux qui arrivent quand on est sur le point de mourir. Donc, c'est juste pour dire ce qui se passe quand vous allez mourir, vous êtes plus fatigué, vous avez besoin de plus de sommeil, etc. Donc, je ne pense pas que ce serait... Je veux juste dire que je voulais être clair que ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est une comparaison avec la prochaine diapositive sur, en fait, dans les contextes vraiment spécifiques de science. Mais je veux vraiment juste clarifier que les soins palliatifs ne sont pas inutiles. C'est ça que les soins palliatifs en 2022, c'est ça que j'ai dit, les soins palliatifs ne sont pas inutiles. Je veux juste clarifier quelque chose, en fait, c'est que nulle part où est-ce qu'on a dit que les soins palliatifs demandent plus d'aide médicale à mourir, mais il y a un enjeu avec les soins palliatifs parce que la majorité des gens de la communauté ne choisissent d'être contre, de ne pas prendre des aides médicales à mourir. Mais, malheureusement, la manière que en faisant la promotion d'un nouveau service, on réduit le financement pour le service actuel. Donc, peut-être une question pour le Dr. Herx. Est-ce qu'il y a un plan pour faire le sondage à nouveau par rapport aux docteurs en soins palliatifs pour avoir une idée de comment ils se sentent maintenant par rapport 7 ans plus tard, 7 ans après la légalisation? Donc, Deborah est là, elle est présidente du CURB. Donc, on va lui demander de répondre à cette question. Ma voix est un peu difficile. Pourquoi je m'approche? Pas que je vais enlever des trois. Nous avons discuté par rapport à la commission et on va le ramener à notre prochaine rencontre de conseil de faire ce sondage. Je ne sais pas ce qu'un sondage ajouterait vraiment à ce point. Je pense que c'est juste de dire qu'il y a une proportion substantielle de la communauté des soins palliatifs qui rejoint un groupe en particulier. Certainement, il va y avoir des changements par rapport au début, mais on va prendre du temps pour identifier ce que ça veut dire et dépendant de leur échantillonnage, ça ne répond pas aux questions qu'on se pose. Nous savons que dans tout le pays, il y a une proportion substantielle qui est investie dans l'aide à mourir et qu'il y a d'autres personnes qui sont pas du tout, qui ne veulent pas être associées à cela. Cela est, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire ou pour qui, mais comment est-ce que la communauté est éduquée par rapport aux soins palliatifs? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est les soins d'aide à mourir? Eh bien, à Montréal, nous avons le Conseil sur le soin palliatif qui fait beaucoup de sensibilisation, mais honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup. Je regarde la télé, mais je n'ai pas vu de publicité à la télé du gouvernement par rapport à la loi numéro 2, avec un respect des trois parties. On devrait les éduquer par rapport à ces choses. Il devrait y avoir des pamphlets, de l'éducation. Et je pense que Anna, tu travailles dans un grand hôpital. Est-ce que tu as vu un pamphlet? Donc, je n'ai rien vu non plus. Il n'y a pas grand-chose à moins qu'on aille sur Google. Et même jusqu'à là, je ne trouve pas nécessairement qu'il y a que les ministères de formation
Donc, il y a de l'information pour les patients sur Internet pour s'éduquer, s'auto-éduquer s'ils le désirent. Je dis aux patients maintenant que l'euthanasie, c'est légal et ils ne savent pas que c'est légal. Donc, je me suis dans une position difficile où mon objectif est d'avoir une qualité de vie pour ces gens jusqu'à leur dernière respiration, mais je dois encore leur enseigner que l'euthanasie fait partie de la loi. J'aimerais ajouter, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est les soins palliatifs. Ils pensent que c'est de donner des grandes doses d'opioïdes à la fin de la vie. Et j'ai encore des patients que je vois dans ma clinique qui pensent cela. Et j'ai beaucoup de patients qui pensent que lorsqu'ils demandent de l'aide à assistance à mourir, ils demandent du confort pour la fin de leur vie, qui est le soin palliatif. Donc, il faut éduquer les gens par rapport aux soins palliatifs et pas seulement ce que l'euthanasie est. Alors, un message pour chacun d'entre nous. Dans ces forums, nous devrions inviter des décideurs du ministère de la Santé. Une question pour nous tous ici, je crois. Est-ce que l'introduction de l'aide médicale à mourir a changé les dynamiques et les relations entre ceux qui donnent les soins de santé et ceux qui ne les donnent pas dans l'institution dans laquelle vous travaillez? Si oui, si l'aide à mourir a changé ces dynamiques, comment est-ce qu'on les gère, on les approche? Il faudrait une session en tant que telle pour cela. C'est très compliqué. Voici donc un autre item. Est-ce que la dignité a une définition acceptée ou est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a des nuances qui sont difficiles à définir? J'aimerais ça dire quelque chose par rapport à cela. La première question par rapport à moi, c'est pas scientifique, mais on a peut-être 33, 38 membres. Peut-être qu'il y en a 13 que je sais qui offrent des soins d'aide à mourir. Et peut-être environ une demi-douzaine qui ont une opinion très claire et qui sont très respectés dans le groupe. Je dirais qu'occasionnellement, nous avons des personnes qui se frustrent un avec l'autre par rapport à des commentaires qui sont faits. Des fois, si jamais ça peut être juste qu'on n'a pas pris le bon café, on a des humeurs. Mais je ne dirais pas que ça vient très souvent dans mon groupe pour un groupe très... C'est pas un très gros problème. La question de la dignité, c'est un peu comme toutes les choses. C'est une question pour chaque humain. Lorsqu'on vit dans un monde, nous mettons de l'avant l'autonomie. Et la barre pour criminaliser les choses au Canada et dans beaucoup d'autres pays, c'est simplement d'élever un peu plus haut, plus haut, plus haut. C'est pas nécessairement d'aimer ce que les gens font par rapport à leur autonomie, mais on pense que c'est leur choix, la définition qu'ils font. Je dirais que je ne pense pas que j'aimerais nuire à la définition universelle de la dignité. J'aimerais dire un mot sur la première question. Je sais qu'on est prêt à passer à autre chose, mais je l'ai entendu comme quelque chose où on parlait à l'extérieur des soins de santé, mais plus au niveau des hôpitaux. Mais ça dépend de où est-ce qu'on travaille, mais naturellement, il y a des politiques qui sont mises en place dans les hôpitaux et je suis d'accord que c'est pas bien qui oblige la participation des docteurs dans la procédure d'aide à mourir et il faut être d'accord même dans certains contextes et ça fait une détresse et une détresse morale pour les docteurs parce que ça cause de la division dans les équipes. Et il y a aussi cette question qui dit que ça a été attendu que nous allions le faire. Ce n'est pas ce que les soins de santé font et les palliative care et les soins palliatifs, c'est pas ce qu'on fait. Donc, on ne se tient pas contre l'aide à mourir, mais c'est encore en train d'être défini.
Et il y en a qui veulent pas, il y a des institutions qui veulent pas inclure les soins palliatifs parce que par la peur, parce que c'est mal défini. Donc, il y a des dynamiques qui arrivent qui peuvent donner un environnement très avec une grande détresse. Est-ce que je peux dire une dernière chose? S'il y a quelqu'un dans la salle qui a un point ou un autre a été dit par votre hôpital que vous devez participer, même comme un surveillant, c'est complètement illégal. Dans le projet de loi C14, tous les collèges rendent clair qu'il n'y a pas d'obligation de participer, soit comme comme un participant ou et si c'est pas le cas, écrivez-le sur un papier et dites-nous combien d'argent vous voulez pour ce méfait. D'autres procédures, telles que l'endoscopie ou la chimiothérapie, ne sont pas considérées comme les soins palliatifs. Donc, alors, est-ce que vous suggérez que tout cela soit inclus dans les soins palliatifs parce que ce sont des bons soins? Comme une procédure. On va peut-être éviter celle-là. Alors, est-ce qu'on a de la morphine? Est-ce qu'on est les seuls qui ont le droit d'avoir de la morphine? Est-ce qu'on est les seuls avec de l'oxygène? Non, l'aide à la mort ne nous appartient pas. Ça ne devrait pas être pas être la responsabilité des soins palliatifs d'offrir l'aide à mourir. On n'a pas besoin que ce soit un docteur d'aide à mourir. Tout le monde peut le faire. Donc, je pense que ça doit être dit clairement. On ne devrait pas s'approprier cela. Merci pour cela. Je pense que vous avez vu la nécessité d'avoir plus de conversations pour parler de ces choses. Merci de votre participation. Merci pour vos commentaires.